3 requins capturés, un 4e qui charge un bateau. C'est le bilan de l'opération post-attaque déployée dès samedi dernier suite au décès de la jeune Talon Bishop. Un dispositif prévu pour 72 heures mais prolongé pour la même durée. Motif, l'observation d'un requin-tigre ressemblant à celui qui a mordu mortellement la Britannique de 22 ans à l'étang salé. Un secteur de plus en plus fréquenté par les squales selon les pêcheurs. Pourquoi cette recrudescence ? Est-ce que les techniques de pêche y contribuent ? Y a-t-il d'autres méthodes plus respectueuses de l'environnement ? C'est dans l'actu ce jeudi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. Et j'attends vos questions sur la page C'est dans l'actu sur Facebook et aussi avec le hashtag CDLA Première pour vos tweets. On attend ça. Et également vos contributions par SMS avec le 06 92 608 335. Débat ce midi en compagnie de Jean-Bernard Galvez, le président de Requin Intégration. Bonjour. Bonjour Monsieur Dornier, oui, également président de Requin Intégration et représentant ou tout au moins porte-parole local de plusieurs associations qui aimeraient qu'on conserve à la fois la biodiversité, les requins, et qu'on prenne en compte la protection des humains. On va détailler ça dans un instant. David Guillaumard. Bonjour. Bonjour, vous êtes le responsable scientifique du comité régional des pêches maritimes. Et puis au téléphone avec nous, Jerry Van Greveling. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des requins, cofondateur de l'association Squalidés. Alors, depuis le drame de l'étang salé, on n'a pas entendu les associations environnementales dont vous faites partie, Jean-Bernard Galvez. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont on gère cette nouvelle crise ? Eh bien, la première raison pour laquelle nous n'avons pas entendu les associations environnementales, c'est le respect de la victime. Le corps était encore chaud, je pense que certains s'exprimaient sur la plage. Je pense qu'il fallait laisser un peu de temps au temps, laisser un petit peu les choses s'oublier pour la famille, pour ceux qui l'aimaient, pour ses proches, avant d'aborder ce sujet et d'en tirer toutes les leçons qu'on peut en tirer qui seront peut-être utiles dans le futur pour éviter d'autres accidents. Je repose ma question du coup. La façon dont on gère cette crise, comment vous pensez ? Déjà, la première chose qui se passe, c'est qu'après cet accident, on fait une pêche post-attaque qu'on appelle post-attaque. Dans notre esprit, ça ressemble à des représailles. On ne sait pas ce qu'on va pêcher, on ne sait pas pourquoi, mais simplement on exorcise un petit peu le sort avec cette chose-là. C'est pas très très beau. Et puis on se retrouve avec un phénomène qu'on n'avait pas prévu. On a plein de requins, paraît-il, ils se mettent à attaquer les bateaux. Enfin, c'est assez extraordinaire, c'est descriptif. La question qui va se poser, c'est est-ce que les appâts qui ont été placés de façon importante, de façon démesurée après cette attaque, ne contribue pas à ce phénomène. Pour vous, qui est responsable de ce qui s'est produit samedi dernier ? Ça va être un sujet bien délicat. Il faut établir des responsabilités à un moment donné. Il faut établir des responsabilités. Je pense que c'est difficile de parler de responsabilité d'une jeune fille qui est morte. Elle s'est baignée, c'est la jeunesse, c'est la transgression quelquefois. Elle s'est baignée à un endroit qui était dangereux. Je ne connais pas beaucoup de familles créoles qui laisseraient leurs enfants se baigner à cet endroit-là. Mais il y a peut-être une question énorme qu'il faut se poser. Monsieur Guillaumard, est-ce que vous pouvez m'assurer, devant témoins, que des drumlines n'ont pas été installés dans les mois qui précédaient à quelques dizaines de mètres de cet emplacement? Alors, la question des drumlines est posée directement. David Guillaumard, on sent la deuxième question qui vient. Est-ce que ça attire les requins ? Voilà, est-ce que c'est ça le problème ? Bon, merci déjà pour me donner l'occasion de m'expliquer un petit peu sur le programme Cap Requin, puisque au départ, c'était l'objet de l'invitation. Donc un programme qui a été mis en place pour étudier justement ces engins de pêche qui sont utilisés, je rappelle, ailleurs dans le monde pour gérer le risque, en tout cas pour participer à la gestion du risque, en Afrique du Sud ou en Australie de l'Est notamment, dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud. Pour essayer justement de répondre à ces questions. En Afrique du Sud, ces engins sont utilisés en complément des filets, pas de façon isolée. Monsieur Galvez, on va laisser Monsieur Guillaumard répondre, chacun son tour. S'il vous plaît, je vous ai laissé. Et puis c'est tout à fait légitime d'ailleurs. Je pense que vous avez eu une présentation qui était de bonne tenue. Allons continuer, s'il vous plaît. L'objectif de Cap Requin, c'est d'essayer de comprendre à La Réunion ici comment fonctionnent ces engins et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait les utiliser dans une démarche globale de gestion du risque requin, dans laquelle la pêche
pourrait avoir une place, mais pas uniquement, puisqu'on sait que voilà, dans le cadre notamment du dernier C4R, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites sur des moyens répulsifs. Le C4R, c'est le comité de réduction du risque requin. Voilà, c'est devenu un peu dans le langage courant. Donc l'annonce sur les vigies, les différentes mesures financées par les communes, la région et l'État. Et donc voilà, nous on nous a posé une question l'année dernière en 2014. Comment fonctionnent les drumlines, puisque ce sont ces engins qui sont utilisés en Afrique du Sud et encore en Australie. Est-ce qu'à La Réunion, on pourrait les utiliser? Dans quelles circonstances? Comment ils fonctionnent? Voilà. Donc la question de la capturabilité des animaux. Donc il y a 3 sous-questions qui se sont posées. La première, c'est la question de la sélectivité et surtout de l'impact sur les captures accessoires. Donc notamment la question de la mortalité des captures accessoires, puisque les critiques qui sont émises, en particulier dans ces pays-là, envers ces systèmes de pêche, filets et drumline, c'est le fait qu'on tue d'autres animaux. Donc ça, est-ce qu'à La Réunion, on pouvait trouver des solutions? Et vous verrez effectivement qu'on en a trouvé. La deuxième question, c'était est-ce qu'en mettant des appâts régulièrement à la côte, on avait le risque d'attirer des requins qui viendraient d'ailleurs, du large, ou de les fixer parce qu'ils seraient habitués à la présence de ces appâts? C'est une question tout à fait légitime. Et je pense que tout le monde se la pose, y compris d'ailleurs en Afrique du Sud, en Australie. Ils commencent à un petit peu essayer de chercher des réponses là-dessus. Oui, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous avez un début de réponse? Ils cherchent des solutions qui excluent la pêche à l'heure actuelle, qui est une méthode complètement dépassée, qui date du siècle dernier, du milieu du siècle dernier. Dans la manière dans laquelle elle est menée. Est-ce que je peux terminer? Parce que là, voilà. Dans la manière où elle est menée, ou en tout cas telle que nous on la propose, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans ces pays-là. Je vous dis juste, on utilise un outil, on l'adapte, et on a une approche qui est une approche complètement réunionnaise. Dernière question, c'est la question sur l'efficacité de ces engins. Si bien sûr on a des engins qui les laissent passer, voilà. Si c'est aléatoire, effectivement, ça devient plus problématique. C'est surtout une question de degré d'efficacité. Et à partir de là, ce que je peux vous dire sur 1 an, et vous avez suivi les travaux notamment des restitutions régulières, et j'espère aussi lu les comptes rendus qui sont de manière tout à fait transparente mis à disposition de l'ensemble du public sur le site info-requin.re de la préfecture. Très aléatoire. Vous avez beaucoup de retard. On a eu du retard sur certains. Ça, je vous l'accorde, mais pour des questions de temps, parce que c'est effectivement très très lourd de communiquer. Ça demande beaucoup plus de temps de rédiger un compte rendu pour communiquer et le rendre intelligible, je dirais, que de travailler sur les résultats eux-mêmes. Je termine juste sur ça. Et puis on donnera la parole à Jerry Van Grevelin qui nous attend au téléphone. Oui, juste Jerry, 2 minutes si tu permets. La question de l'efficacité, c'est une question cruciale. C'est parce que on considère les drumlines, en tout cas telle qu'elle a été présentée initialement à La Réunion, et puis comme un outil qui va être comme une espèce de barrière, au même titre que les filets. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, parce que effectivement, on a une efficacité qui est pas aléatoire, puisqu'elle, je dirais, ça dépend des conditions. L'aléatoire, c'est quelque chose qui est dû complètement au hasard, mais là, c'est dû à un certain nombre de facteurs. On sait pourquoi c'est aléatoire. On commence à essayer de comprendre, mais qui sont pas, on n'est pas certain de nous, mais notamment liés au fait que, par exemple, en hiver, pendant la période de reproduction, on a des animaux qui sont, en tout cas les requins bulldogs, en baie de Saint-Paul, qui était le site qu'on a étudié, très fréquemment là, en couple, plusieurs animaux associés, et qu'en termes de capturabilité, ils sont peu capturables. Alors qu'avant, lorsqu'on avait des passages, je dirais pendant la période estivale, où on avait des passages beaucoup plus épisodiques de requins. Vous faites ces merveilleuses statistiques. Je termine, s'il vous plaît, parce que moi j'ai des éléments. Je suis pas là à jeter l'anathème sur le comité des pêches. Je vous entends parler des pêcheurs, etc. Moi j'ai des éléments concrets qui sont d'ailleurs discuter sans cesse des allers-retours avec le comité scientifique, où il y a des scientifiques que vous portez au nu, les scientifiques du programme Shark, et ils font partie du programme d'évaluation de Cap-Requin, des scientifiques de l'IFREMER, de la réserve marine, de l'université. Ils se sont retirés de vos programmes. Ils ne se sont pas retirés. Qui ont refusé d'y collaborer. Mais pas du tout, mettez-vous à la page. On s'est encore vu la semaine dernière, et on se revoit encore lundi. Allez, on va demander à Jerry. Sur ces 3 points-là, on a des éléments de réponse qui nous permettent de dire, dans une certaine manière d'utilisation, les drumlines, mais aussi la palanque de fond, je vous rappelle qu'il y a 2 outils qui ont été suivis, peuvent apporter vraiment un plus dans la gestion du risque requin, et pas du tout dans une démarche d'éradication ou exagérée telle que vous la présentez de manière extrêmement caricaturale depuis
Depuis plus d'un an. Allez, on va donner la parole à Jerry Van Greveling quand même, qui nous attend au téléphone. Les requins, ils sont de plus en plus nombreux du côté de l'étang salé. Ce sont les témoignages qui remontent ces derniers jours. Est-ce que vous avez une explication ? Non, bien sûr, personnellement, moi, je n'ai pas d'explication objective à donner sur cette éventuelle augmentation d'observation et éventuellement cette augmentation de fréquence de présence des requins. Non, ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est un peu souvent le même scénario qui se reproduit au lendemain d'une attaque. On se jette la balle, on cherche des responsabilités, on se les rejette et en fait on progresse pas beaucoup dans le débat. Et je pense qu'il faudrait essayer de sortir un petit peu de ces affrontements stériles. Alors comment ? Il faut essayer de trouver un compromis. Je pense que la solution idéale, la recette magique, elle n'existe pas. On est dans une situation tellement compliquée. Mais à quoi vous aspirez ? On sait qu'il n'y a pas de solution magique, mais qu'est-ce qui ferait un dénominateur commun ? Mais je pense que déjà les positions se sont quand même un peu rapprochées. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai pu entendre par-ci par-là, il me semble que les associations environnementalistes, comme vous les désignez, ont quand même compris, me semble-t-il, que des prélèvements pouvaient avoir une certaine utilité à partir du moment où ils étaient faits dans un certain encadrement, dans une certaine démarche, et s'ils n'étaient pas faits de façon anarchique et dans un contexte de représailles, par exemple, comme le disait M. Galvez. De tout temps, le fait de prélever des animaux dans leur milieu pour les étudier ont été utilisés pour accroître les connaissances concernant ces animaux. Je pense que on n'est pas fautif si quelques individus sont prélevés. Le tout est de savoir dans quelle mesure on va les prélever et dans quel but on va les prélever. On oppose un peu systématiquement la démarche sécuritaire et la démarche scientifique, alors que pour moi elles sont indissociables. Il faut simplement arriver à ne pas caricaturer les positions et puis essayer d'avancer dans une démarche commune. Je pense que chacun a envie de retrouver une certaine harmonie, chacun a envie de pouvoir retourner profiter du milieu marin avec un certain respect de ce milieu, mais aussi une certaine sécurité. Donc, la recherche de responsabilité, faut déjà admettre qu'elle est collective. On en a tous une petite partie. C'est comme la connaissance, c'est comme la vérité. On en a tous une petite partie. Et ce n'est qu'en mettant notre bonne volonté, nos connaissances, qu'on pourra y arriver à sortir de cette crise. Ce n'est pas en s'affrontant perpétuellement sur des dogmes qui sont dépassés. En ce qui me concerne, c'est ma position. Alors ça fera sans doute pas changer Jean-Bernard Galvez d'avis. Je reviens sur le mois de septembre dernier. Vous demandiez l'arrêt immédiat de Cap-Requin, programme qui fait appel, donc on le redit, à deux techniques de capture, la Smart Drumline et la palangre de fond. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces techniques ? D'abord, je voudrais reposer la question que j'ai posée tout à l'heure à M. Guillaumard et à laquelle il n'a pas répondu. Je veux bien que vous répondiez aussi aux miennes. Mais... Oui, je répondrai à la vôtre ensuite, mais on n'a pas répondu à la mienne. Donc ma question était, est-ce qu'il y avait une drumline installée à quelques dizaines de mètres de l'endroit où s'est produit l'accident ? Alors je réponds non. Dans les mois qui précédaient, il n'y a rien eu ? Il y a eu des opérations de pêche dans le cadre de Valorequin qui ont été... mais est-ce qu'il n'y a pas eu des drumlines ? Non, les dernières opérations, c'était en novembre. Vous le jurez devant les réunionnais rassemblés là ? Je crois que vous n'avez pas compris l'intervention de Jerry que j'ai trouvée remarquable. C'est qu'on cherche de l'apaisement, vous cherchez des coupables. Non, monsieur, on cherche des solutions. J'étais le premier à proposer le consensus. J'étais le premier à proposer un consensus. Un consensus autour de quoi ? Mais monsieur, est-ce que monsieur Guillaumard pourra longtemps imposer sa pêche contre l'opinion européenne? C'est une technique qui remonte aux années 50, qui est complètement dépassée. Les Sud-Africains souhaiteraient en sortir. Et est-ce que M. Guillaumard pourra imposer ces méthodes à l'opinion actuelle ? Il y a actuellement 36 000 personnes qui ont signé une pétition pour refuser que les fonds européens soient utilisés à la pêche.
est-ce que vous pensez que l'opinion est prête à accepter les excès de ce genre? Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas aller vers des méthodes consensuelles? Le président du Conseil général a débloqué ces 10 millions pour des méthodes... Président du Conseil régional. Régional, pardon, excusez-moi. Alors, moi, je vais poser une question. Est-ce que si on met 10 millions pour mettre des filets, des barrières et tout ça, quel est le besoin de pêcher à côté? Soit la pêche ne sert à rien, et on a d'autres méthodes dans lesquelles on croit et dans lesquelles on va donner 10 millions. À ce moment-là, on les donne aux Réunionnais si ça ne sert à rien. Ou alors, si la pêche sert à quelque chose, on n'a pas besoin de ça. Mais là, on est dans une complète contradiction. Est-ce que les mesures qui s'additionnent ne pourraient pas être distinguées les unes des autres? Non, on est dans une démarche complémentaire. La pêche, c'est une démarche de fond, encore une fois, raisonnée, comme l'a dit Jerry, accompagnée. Vaut mieux avoir une pêche dont on sache précisément chaque individu, qu'on puisse après le valoriser. Toutes les informations... Le valoriser à 80, le valoriser comment? Avec 260 000 €, vous avez pêché 9 bulldogs. Ça met le bulldog bien plus cher que le kilo de bichic. Hein. Voilà, alors évidemment, avec ce genre d'approximation qu'est-ce que vous répondez? dont vous êtes spécialiste, malheureusement, on va pas beaucoup avancer. Vous répondez quoi? Juste là-dessus, sur 270 000 €, il y a la moitié qui est pour les analyses de laboratoire et qui n'ont pas encore commencé. Il y a 90 000, je suis désolé, on n'est pas loin. Donc bon, excusez-moi, la question de la complémentarité des méthodes, c'est ce qui justement fait l'originalité de la démarche réunionnaise. On n'est pas uniquement sur la pêche, on n'est pas uniquement sur On est dans le constat Alors, que les barrières... les barrières, pour l'instant, elles On ne vous sont entend pas ça, si vous êtes trop loin. non, juste les barrières ne sont pas en place pour l'instant. Les barrières n'ont pas encore fait leurs preuves. Vous allez On choisir espère la tous- pêche contre l'opinion Mais je n'ai internationale, pas choisi, contre l'opinion Monsieur mondiale. Galvez, Vous allez imposer la c'est pêche à la le Réunion. gouvernement, la région et les communes. La Mais Réunion vous aurez beau crier a comme une vous image... voulez, monter sur la table. Je suis désolé. Je ne Le monte pas sur choix, la table, monsieur il a été Guillaumard, fait c'est vous qui avez de pensé manière partir politique. quand vous avez su que j'étais là. Alors, Oui, avec ce type de comportement, bien sûr. on va aussi demander à Jerry Van Greuvelink ce qu'il pense des avancées du programme Shark. Il y aura une restitution dans quelques jours. On a appris certaines choses sur le comportement des requins, sur leur mode alimentaire. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Bon, écoutez, je suis pas la personne la mieux placée pour vous parler des résultats du programme Shark. Je pense que les personnes qui ont travaillé directement à l'IRD seront plus compétentes. Non, mais que en tant moi. que spécialiste des requins, vous avez quand même un avis sur les Oui, conclusions bien du sûr. programme. Je pense qu'effectivement, le programme a apporté des connaissances supplémentaires en termes d'écologie sur les bulldogs et les tigres, notamment, sur ces espèces qui sont supposées et qui sont réellement impliquées dans l'accidentologie locale. Et ils ont apporté aussi la confirmation de certains faits que nous-mêmes, à Squalidé, nous avions déjà évoqués à travers les études et les publications sur l'accidentologie, à savoir l'implication déjà du requin bulldog, sa présence déjà à La Réunion, puisque je rappelle qu'avant nos travaux, on ignorait complètement la présence de cette espèce à La Réunion, a fortiori son implication dans les attaques. Bon, la confirmation aussi à travers Shark que cette espèce est plus fréquente sur nos côtes durant l'hiver austral, que sa présence est plus marquée en fin de journée, voilà, un certain nombre de choses qui étaient aussi en partie connues d'un point de vue biographique concernant l'habitat, les déplacements de ces espèces, mais il était indispensable de savoir si tout ça se vérifiait ici à La Réunion. Donc l'étude Shark, pour ma part, était indispensable à mener. Maintenant, il faut se poser certaines questions. Est-ce que des questions précises avaient été posées au départ dans la mission Shark, si j'ose dire? Est-ce qu'on avait par exemple, demander l'évaluation de la population, de l'effectif de requins bulldog à La Réunion? Est-ce qu'on a demandé aussi aux scientifiques d'établir si les requins bulldogs étaient sédentaires autour de La Réunion, ou si des échanges avaient lieu, s'il y avait motif, s'il y avait possibilité ou pas d'agir sur cette population? Est-ce qu'il y avait un intérêt à faire une régulation, etc. Toutes ces informations auraient été précieuses et auraient peut-être évité des confusions, des débats, des querelles stériles avec des interprétations que chacun a, alors que nous n'avons pas tous à notre niveau les connaissances pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet.
Si vous permettez, Donc monsieur. voilà, Shark était indispensable, mais pas suffisant. Donc il faut poursuivre les études, et c'est aussi pour ça que nous participons aux programmes qui suivent, qui s'enchaînent derrière Shark, comme Caproquin. Je pense que effectivement il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à revoir. Je pense qu'il faut en discuter. Mais si possible dans la sérénité et éviter la polémique, parce que le fait qu'il y ait des drames qui ponctuent régulièrement l'actualité font que les discussions deviennent enflammées et parfois impossibles. Jean-Bernard Galvez, les enseignements de Shark, vous, à votre niveau, est-ce que vous pensez que les résultats qui sont obtenus peuvent permettre de faire avancer les choses? Je pense qu'avec monsieur Jiří Van Grevelin, nous sommes totalement d'accord. Nous avons été les premiers à demander à ce que la connectivité soit étudiée. On ne peut pas réguler une population. Et elle existe visiblement. Il y a la elle connectivité, existe, c'est-à-dire les échanges entre les requins de la Réunion et les requins de l'océan Indien. Non seulement dans le cadre de Ciguatera, puisque c'était déterminant pour prendre des décisions à ce sujet-là, et ça, il s'est avéré que nous avions raison sur ce point. Puisqu'il y a de la Ciguatera à Madagascar, si je ne m'abuse. Ciguatera, même carcatoxine, c'est beaucoup plus grave. Ça a fait des dizaines et des dizaines de morts et des centaines d'intoxiqués. Mais également, c'est très important, et c'est pour ça qu'avec le programme Shark, on met la charrue avant les bœufs. On ne peut pas réguler une population dont on ne sait pas si elle circule avec l'extérieur. Ici, c'est tout petit, il y a un tout petit plateau continental, il n'y a rien. On va pêcher là-dessus, mais on ne sait pas comment circulent les requins. Donc, la technique sud-africaine consiste à réguler une population qui est présumée sédentaire. Ici, si les requins vont à Madagascar, comment vous voulez réguler ça? Et M. Guillaumard nous propose de les réguler sans connaître la population et sans savoir comment se déroulent les échanges. Donc on a mis la charrue avant les bœufs. Alors je vais aller plus loin, on a même proposé à soutenir le programme Shark si on supprimait le fait de tuer des requins sans comprendre et sans savoir pourquoi, comme ça s'est fait. Caprequin, dans le cadre de Caprequin, effectivement. Donc on avait même proposé de soutenir le programme Caprequin de M. Guillaumard si, au lieu de tuer les requins bêtement pour Ciguatera, dont on savait que ça servait à rien, on le savait dès le départ, on avait mis des balises pour étudier cette connectivité. Et à ce moment-là, vous parliez d'union, on aurait pu tous travailler ensemble. Ça a été fait, ça, les balises. Ça a été fait, en les marquages de requins. Oui, mais vous savez très bien, il y a plus de la moitié des requins qui ont été pêchés dans Caprequin qui ont été marqués. L'élément déterminant pour conduire une politique de régulation ou de sécurité, c'est d'abord de savoir si les requins circulent. Vous n'étudiez pas ça, vous les tuez. Alors, il y a une question. Je réponds, M. Dornier, parce que j'ai des éléments très précis là-dessus. Il y a quand même aussi une question qui est sur notre canal SMS. Il faut quand même aussi laisser la parole aux auditeurs qui posent une question à M. Galvez. Que faites-vous pour la réduction du risque requin à La Réunion? Que faites-vous de concret sur le terrain pour protéger des vies? Vous êtes opposé à ce qui existe. Est-ce que je peux répondre qu'est-ce qu'on fait à la place? La première chose que nous faisons, c'est de dénoncer les absurdités des programmes en cause. Ça, c'est une chose, mais après, on fait quoi? Oui, mais c'est le premier élément. Mais sur quelle base, Alors, Monsieur Galvez, c'est ça le truc, ce que nous vous proposons, c'est justement d'aller travailler sur des programmes sérieux. C'est pas d'aller pêcher du requin pour pêcher du requin. Mais c'est quoi le programme sérieux? Ce n'est pas pêcher du requin pour pêcher du requin. Mais si, M. Guillaumard, vous avez parlé d'effarouchement avec des appâts, mais vous pas êtes du tout, c'est vous qui avez parlé de ça. Mais si, c'est vous l'avez fait en CO4R, vous l'avez fait partout. Je n'ai jamais parlé d'effarouchement avec des appâts. C'est vous qui avez repris ça. Vous avez parlé d'effarouchement. Non, justement, moi je suis précis avec les mots et c'est vous qui utilisez d'autres termes. Ça a été votre cheval de bataille. Jean-Bernard Galvez, je voudrais que vous répondiez à la question. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à la place de ce que fait la préfecture? Alors, par exemple, et ce qui est organisé autour. Dans le cadre d'un programme coordonné, oui, où la pêche n'est qu'une partie de des éléments. Mais visiblement, vous abandonneriez la pêche. Alors, vous feriez quoi à la place pour protéger les plages? Tous les projets. Nous pouvons proposer des projets de barrières. Non, mais on va laisser nous pouvons proposer des projets de barrières. Nous pouvons proposer qu'on développe le système Vigie. Nous pouvons proposer toutes sortes de... en place. Mais tout ça est déjà en place. En fait, vous mettez déjà en place. Et vous posez votre petit hameçon à côté, vous pêchez à côté. Donc vous êtes en train de faire n'importe quoi à côté. Et par contre, on va dépenser 10 millions d'euros pour ces projets. Mais à quoi servent votre pêche à côté si ces projets... En fait, vous gardez le programme sans la pêche. On garde tous les programmes sans la pêche, bien sûr. Il faut aller vers des solutions nouvelles. Il faut changer. Alors, question, David Guillaumard, à quoi ça sert de pêcher si on a des techniques qui évitent aux requins d'approcher des plages? Voilà. Alors, d'abord parce que pour l'instant, à l'échelle mondiale, c'est la seule technique qui fonctionne. Les filets innovants, tels qu'ils vont être développés dans le cadre d'appels à projets où effectivement il y a besoin de beaucoup d'argent. Et je vous rassure tout de suite, la pêche ne va pas représenter 10 millions d'euros, elle va représenter qu'une infime partie de cette
cet argent qui va être mobilisé sur fonds européens, effectivement, mais essentiellement pour essayer de trouver des mesures alternatives qui, pour l'instant, ne sont pas encore en place et ne sont pas efficaces. Ce qui est efficace, c'est la pêche. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire, sauf qu'on le fait dans des conditions, nous, ici à La Réunion, qui seront beaucoup plus respectueuses de l'environnement, puisque on va travailler uniquement sur les 2 espèces incriminées, le bulldog et le tigre, et notamment en faisant en sorte de relâcher, puisqu'on a les moyens de le faire grâce aux engins de pêche, toutes les espèces accessoires, notamment de requins, en particulier les espèces de requins de récif, qui, je le rappelle, sur proposition du comité des pêches, ont été interdites à la pêche pour tout type de pêche, y compris pêche de plaisance. Donc les 5 espèces les plus communes, qui sont les 2 pointes blanches, le point noir. Il nous reste moins de 2 minutes. Voilà, le gris et le requin nourrice, dont un d'ailleurs a été marqué très récemment dans le cadre des opérations post-attaque, puisque justement on continue toujours à acquérir de l'information. Je termine juste là-dessus, ça marche. Le taux d'attaque serait infiniment plus important dans tous ces pays-là où on a des surfeurs du matin jusqu'au soir dans des eaux turbides, etc., du côté de Sydney ou de Durban, s'il n'y avait pas ce système de pêche. Et ça fonctionne. Malheureusement, je dirais que pour l'instant, il n'y a pas d'autre système. Ça ne nous empêche pas de travailler dessus, mais ça mettra vraisemblablement du temps avant que ce soit validé. Je termine juste sur la question de la connectivité. La connectivité, c'est une tarte à la crème. À partir du moment où vous pêchez plus rapidement que les échanges se font avec l'extérieur, c'est juste une question de rythme. Vous préconisez une pêche intensive, monsieur Guillaume, sans savoir quel est l'échange entre populations. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai jamais dit ça. Mais il faut pêcher plus vite que le remplacement des populations. J'ai dit à partir du moment où... Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est qu'on considère que les populations sont résidentes, et vous le savez très bien, puisque vous avez écrit ça vous-même dans l'étude sur la baie de Saint-Paul de 2007. Pour que les techniques de pêche soient efficaces, il faut que les populations soient résidentes. 97. Bon, il y a 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses depuis, notamment des marquages de requins qui ont montré, et j'espère que vous vous mettez au courant. Vous arrange, monsieur Guillaume. Ben si, justement, au contraire, c'est tout confirmé. Mais on n'arrivera pas à mettre d'accord. On arrive à la fin de ce débat. Nous, c'est basé sur des données. Et les données que monsieur Guillaume, monsieur Galvez, lui, c'est juste des fantasmes. Ce sera dur de vous mettre d'accord, évidemment. Non, je pense qu'on pourra pas se mettre d'accord, mais nous sommes prêts à soutenir le programme si on ne tue plus de requins. On a bien compris. Merci à vous deux et aussi à Jerry Van Greveling. Merci Jerry d'avoir été au téléphone avec nous. Pour une prochaine fois, on refera ce débat, bien entendu, sur ce thème avec différents interlocuteurs qui ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Merci et bon après-midi.